Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Si vous aviez été présent à toutes les discussions qu'on a eues avant ce podcast, je pense que... vous nous quitteriez, je pense. Ou au contraire, hein, ce serait pour la vie avec nous. Bien, alors Polydomso, Rust, trio de l'enfer, là pour le coup, réunis une nouvelle fois. Petit mot sur la soirée La Sueur, enfin la nuit blanche La Sueur. Il reste quand même, donc là on y est, on a rempli nos objectifs et il nous reste que 5 places, 5 comme ça, donc si jamais il y en a encore qui sont chauds, visiblement ça va être la folie puisque tout le monde a envie de venir et nous les premiers et on va faire un truc de taré, donc 5 places. Et surtout que petite annonce, parce qu'on avait dit qu'on n'allait jamais servir de ça pour recruter les gens, on va commencer. Et doucement, c'est que bien il y aura la plus grosse organisation d'Europe, le KSW, et on pourra encourager notre cher Saladin Parnasse. Il y aura peut-être un petit chevauchement parce que il y a aussi en même temps il y aura aussi le combat de Tony Oka. Donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit content et peut-être qu'il y aura des choses au niveau goodies avec le KSW. Tout dépend. Hein, si les camions polonais arrivent à Paris, attends. Bien. Oui, parce que c'est une organisation polonaise, on va pas bien gratos, sûr. On va pas stigmatiser les camions. Ouais. Exactement. Bien, donc messieurs, commençons, parce que là, c'est Bomb Squad, les gars. C'est Bomb Squad et on va commencer par Polydomso, qui est quand même notre expert en boxing, pour faire la preview de... Polydomso. Hein, le monde nous envie Polydomso. Donc c'est la revanche entre Luis Ortiz et Deontay Wilder le 23 novembre au MGM Grand voilà, Arena. Mais tu sais, c'est de la pression parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Et donc, c'est une grande responsabilité pour moi d'être le représentant spécial box pour la sueur. Non, en vrai, pour parler du combat, moi, c'est un combat qui me fait kiffer, j'aime bien. J'espère que ça sera aussi bon, si ce n'est meilleur que le premier combat, parce que franchement... Est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois pas du tout à ce que ce soit meilleur, parce qu'en plus, on en parle souvent avec Polydomso comme avec Ross, quand il y a un combattant qui est assez âgé, qui a perdu une première fois et qui fait la revanche... Les stats sont mauvaises là-dessus. Hein. Quand on fait un bilan statistique des revanches comme ça du mec plus âgé qui a perdu la première manche, généralement on est sur je pense du 90% de défaites au second tour. Après, peut-être ce qui peut sauver Ortiz, parce que j'essaie de donner un peu d'espoir à la team Ortiz, c'est que Ortiz n'était pas super bien physiquement avant le premier combat. Ça n'excuse pas sa défaite et ça note rien à la victoire de Wilder, mais en tout cas, c'était connu. Il y a plusieurs boxeurs qui ont parlé du fait qu'il avait des problèmes d'hypertension. Il y a aussi des problèmes au niveau de son âge aussi. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un boxeur assez mystérieux, Ortiz, en fait. Hein. On ne sait jamais vraiment à quel niveau il va arriver. Je veux dire, il peut y avoir une grosse différence entre un combat et un autre sur sa capacité physique. Il peut exploser un mec en 3 rounds ou il peut galérer. Tu vois, son dernier combat contre Hammer, c'était pas ouf. Hein, exactement, et c'est pour ça, j'ai peur qu'il ait été rattrapé un peu par l'âge, parce que, comme tu l'as dit, et là, on va aussi confirmer, on ne sait pas vraiment quel âge il a, Ortiz. C'est ça le problème. Mais après, je sais pas si tu as vu, mec, les vidéos d'entraînement là, pour son combat contre Wilder, il a perdu je sais pas combien de kilos, il est shred. Genre il a le six-pack. Non mec, il fait pas rigoler. Oui, il a vraiment pris le combat au sérieux. Et il a peut-être eu quelques aides extérieures parce que... Alors là, moi, tu sais, il y a la présomption d'innocence, hein, je te rappelle, et donc. C'est vrai, mais pour quelqu'un qui s'est déjà fait contrôler 2 fois positif, dont c'était quoi la première fois avant le combat, je crois qu'il avait été retardé quelques mois. 3 fois. 3 fois. Ouais, mais. mais on a tous le droit à une 4e chance. Hein. C'est ça. Et au-delà de ça, moi je vais utiliser, si jamais il s'avère qu'il y ait des présences de substances illicites dans son sang. Moi, j'utilise ma carte Joker, la jurisprudence John Jones. Je te dis que c'est des traces de ce qui reste de ces anciennes... Donc voilà, quoi. C'est des résidus. Des résidus, tout à fait. Donc il a pris quand même l'entraînement au sérieux. Je pense pas qu'il vient pour toucher son chèque. Je pense qu'il vient pour vraiment essayer d'accrocher Wilder. Puis je pense que le fait qu'il soit quand même pris un sale KO la première fois, t'as pas envie de vivre ça une deuxième fois, honnêtement. C'est ça. Je crois que il y avait une stat
je crois qu'Ortiz, dans sa carrière, il est professionnel, il est allé au sol juste 4 fois, dont 3 fois contre Wilder. Donc, ça en dit long. Après, bon, certes, physiquement, c'est ça. En fait, le gros X-factor pour Ortiz, c'est sa condition physique. C'est juste ça. Parce que après, techniquement, il est honnêtement à des années-lumière de Wilder. Je te parle juste de sa technique. Je te parle pas des capacités physiques, tout ça. Juste sur le niveau technique, c'est un boxeur beaucoup plus complet, bien meilleur. Et techniquement, honnêtement, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs boxeurs poids lourds. Juste en technique. Ouais, complètement. Donc, rien que pour ça, l'affrontement est intéressant. D'autant que sur le premier combat, je suis désolé, Ortiz, moi, par exemple, je l'avais gagnant jusqu'à ce qu'il perde. Hein, oui, le 7e round, honnêtement. Ouais, c'est clair. Bon, alors, Rust. Tout pareil, en fait, c'est simplement que vu que c'était relativement serré le premier combat, en fait, j'ai juste envie de le revoir simplement pour. Vous n'avez pas mis vos écouteurs, Rust. Ah, purée! Ouais, je finis ce que j'ai à dire et après je vais les chercher. Mais en gros, c'est simplement que comme il a été capable vraiment d'accrocher Wilder sur le premier combat et que tactiquement il était vraiment vraiment au point, j'ai envie de me dire que il sait quels ajustements faire maintenant qu'il a été dans le ring pendant 7 rounds en le faisant le mieux possible, enfin en tout cas en faisant les choses très bien contre Wilder. Il peut avoir quelque chose de vraiment intéressant à proposer. Et franchement, je suis quand même très intéressé. J'ai pas beaucoup d'espoir parce que, vous l'avez dit, il est de plus en plus vieux. On ne sait pas dans quel état physique il va venir, etc. Même si, j'ai vu aussi Polydomso, c'était sur Internet, c'était plus par DAZN, mais j'ai vu le truc et ouais, franchement, il est vraiment chaud. C'était par la Fox. Ouais. C'était par la Fox, c'est ça. Mais voilà, j'ai juste envie de voir quelqu'un qui propose un vrai challenge à Wilder, autant tactique qu'au niveau puissance, etc. Enfin, ça va faire du bien, quoi, un petit peu. Moi, je maintiens que sur les premiers rounds, ça peut être super intéressant. Parce que là où Wilder, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'était une de nos premières vidéos, mais on avait donné Ortiz gagnant sur le premier combat. Et là où Wilder avait. Faire des pronos foireux sans trop avoir de menaces de mort. C'est ça, sans prendre trop de prendre backlash derrière, parce que bon, forcément, quand tu as 300 personnes qui regardent tes vidéos, les gens sont plus charitables. Mais en fait, en vrai, le truc, c'est que pourquoi on avait donné Ortiz gagnant, c'est parce que Wilder, il a tendance à se jeter et à balancer ses attaques sans trop de précaution, parce qu'il a une telle puissance de frappe que de toute façon, s'il te touche, tu t'allonges. Donc il n'a pas ce savoir-faire de boxeur, en fait, de frapper, de pas être là quand l'autre veut retourner l'appareil, quoi. Et là où c'était intriguant contre Ortiz, c'est qu'Ortiz, c'est un des meilleurs contreurs en poids lourd. Donc on se disait, putain, si Wilder fait la bêtise au premier round d'exploser sur un bras arrière, c'est tout indiqué pour le move un peu signature d'Ortiz, qui est le retrait du buste et le retour du bras arrière, où il aligne les mecs, il en a aligné plusieurs comme ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'au début, on s'était dit, si Wilder fait du Wilder et qu'il fonce dans le tas au premier round, ça peut vraiment être dangereux pour lui, quoi. Il peut vraiment se faire surprendre. Et là où Wilder nous avait étonné, c'est qu'il avait été incroyablement patient. En fait, il avait été discipliné. Alors, il n'avait pas trop varié son jeu. Hein. C'est toujours du 1-2, toujours le jab, j'accroche le poing avant et puis je balance mon crochet. C'est marrant, il évolue pas sur son arsenal, mais en tout cas, il évolue sur sa façon d'appréhender les matchs. Et contre Ortiz, il n'avait pas du tout sous-estimé le gars. Il avait été patient, il avait attendu les bons moments pour déclencher son bras arrière, et c'est comme ça qu'il avait pu toucher à plusieurs reprises. Je ne sais plus dans quel round le premier knockdown il intervient. Mais surtout à la fin, une fois qu'il y a eu le knockdown, c'était fini, hein, de toute façon. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était intriguant. Mais le problème, c'est que comme Wilder a déjà répondu à l'interrogation Ortiz, on va dire, sur le premier combat. Et puis c'est la première fois aussi qu'il a traversé l'enfer, un peu, mine de rien aussi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, parce que chez les amateurs, il avait notamment perdu contre des gars. Peu importe, mais russes. Evgeny Romanov et même Rousseau, Clemente Rousseau ici, s'il me semble bien. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que je vois pas pourquoi Wilder ferait un combat différent que le premier. C'est-à-dire, j'ai du mal à imaginer que d'un coup, il se jette à corps éperdu, à moins de se dire, je vais absolument l'étaler parce que le premier match était serré. Ouais.
Et si jamais il fait cette erreur-là, là, ça peut devenir vraiment intéressant. Moi, j'ai un peu peur pour ça, dans le sens où c'est ce qu'on avait vu contre Dominique Breazeale, où certes, il y a eu un chaos de l'espace parce que notre cher Dominique s'est empalé sur le bras arrière de notre cher Deontay, mais avant ça, il y avait eu... c'est quoi? Il se fait mettre KO. C'est au premier round, Breazeale, ou au deuxième? Ouais, premier round. C'est au premier round, ouais. Ouais. C'est rapide. Et juste avant le KO, il sonne une première fois Breazeale, et là, il fait un petit peu n'importe quoi parce qu'il pense l'avoir touché, et il se fait aussi touché, mais c'est pas énorme, mais il y a quand même une réponse de Breazeale, et puis c'est ensuite que là, après, ça y est, c'était terminé. Mais moi, j'ai un peu peur de ça, où là, il est sur une espèce de, finalement, une vague de confiance, de succès, il a mis knockdown tous ses adversaires, et qu'il arrive contre Ortiz, qu'il sonne Ortiz, et qu'il aille pour le finir en mode Deontay Wilder, qui fait un petit peu la moulinette, mais la moulinette qui passe à chaque fois, sauf qu'en fait, Ortiz, tu vois, il aura pas la présence d'esprit, mais il sera toujours suffisamment alerte pour réussir à placer son contre. Pour moi, c'est un petit peu le seul moyen pour Ortiz de l'emporter, parce que quand même compliqué. Hein. Je sais pas, parce que le truc, c'est que moi, dans la configuration, on va dire qu'on a affaire à un Wilder qui serait préparé et prudent. Ouais. Je vois pas, en fait. Alors peut-être que Wilder va me donner tort, et très franchement, je serais content qu'il le fasse, parce que moi, c'est toujours un peu la frustration avec Wilder. Je me dis, putain, si juste il attaquait un peu au corps de temps en temps pour détourner l'attention, pour ensuite construire un peu sa boxe, mais il serait 100 fois meilleur. Et déjà, il étale tout le monde à ce niveau-là, là, c'est énorme. On passe de Sangoku à Broly, quoi. Enfin, je sais pas si je m'en sors pas trop avec cette métaphore de merde, mais voilà. Mais en gros, c'est ça. Mais le truc, c'est que je me dis, si jamais ils sont prudents tous les deux, et que peut-être Wilder essaie d'être trop prudent, ça peut peut-être lui échapper des mains aussi. Dans le sens où, quand même, je veux dire, Ortiz, dans le premier combat, hormis les explosions de Wilder où il s'était fait toucher à quelques reprises, mais il contrôlait quand même le combat. Oui. Avec son jab du bras avant, où il travaille très très bien. C'est un gaucher, et il travaille très bien dans ce que les anglophones appellent le crossing sword, tu vois, genre les épées qui se croisent. Quand tu as un gaucher qui combat un droitier, le bras avant... Mais non, mais bon, forcément, on y pense, les épées qui se croisent, mais oui. Non, j'avais pas pensé en plus. Voilà, ce sera ma contribution à ce podcast. mais donc, du coup, non, mais pour te dire, quand un gaucher, southpaw, une fausse patte qui combat un mec qui boxe en orthodoxe, forcément les bras avant se croisent du coup, et normalement c'est difficile d'installer son jab dans ces conditions-là. C'est pour ça que ces matchs-là généralement sont pas très très beaux à regarder. Ouais. Mais le savoir-faire d'Ortiz, c'est que il sait jabber pour jabber, mais il sait aussi, son jab il l'utilise aussi pour constamment distraire l'adversaire, pour prendre ses mesures, pour empêcher l'adversaire d'installer sa boxe, et il se déplace toujours du côté de son jab, donc ça lui permet d'installer son bras arrière. Enfin, il a tout un savoir. École cubaine, quoi. C'est pour ça qu'il est si impressionnant à avoir boxé en poids lourd un mec comme ça, c'est très très bien. Donc c'est vrai que s'il est chanceux, Ortiz, et qu'il se fait pas toucher sur les moments d'explosion de Wilder, et qu'il contrôle le combat, il peut gagner une décision aussi, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y avait aussi tout ce travail au corps. Moi, je pense aussi qu'il va aussi l'installer, notre cher Deontay, parce qu'il l'a pas du tout fait contre Tyson Fury. Tout le monde lui a reproché, ses coachs lui ont dit durant tout le combat, fais ce travail-là. Contre Dominique Breazeale, on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir parce que c'est terminé hyper rapidement. Et là aussi, je pense que c'était, comme tu l'as très justement dit, mon cher Polydomso, c'est ce qu'il avait manqué lors du combat, quasiment lors de toute sa carrière. Et là, c'était plus criant contre Tyson Fury. Et comme Tyson Fury est censé être le prochain, je pense qu'il va commencer à mettre ça en place maintenant. Et c'est pour ça que ça fait en fait beaucoup d'âge. Enfin, on va dire, c'est un peu comme pour la revanche pour Tyson Fury. Je trouve que celui qui a le plus de marge de progression en technico-tactique, c'est Deontay Wilder. Et pourtant, il a gagné le premier combat. Et c'est pour ça que ça fait que je ne suis pas non plus très optimiste pour King Kong. Après, je sais pas si ce serait forcément un bon calcul d'aller au corps contre un mec qui... Parce que aller au corps contre Fury, il y a vraiment quelque chose qui est pratique à mettre en place, puisque Fury est extrêmement grand. Aller au corps contre un mec qui a un style et qui a un gabarit comme celui de King Kong Ortiz, je ne sais pas si c'est vraiment applicable de la même manière pour le coup. En plus, il a une stance qui est vraiment totalement différente. Je sais pas. Il est vraiment de profil. Oui, mais en fait, le problème, c'est que j'aurais tendance à être d'accord avec toi, d'autant que quand on va au corps, forcément, on se découvre en haut et donc on s'expose au contre. Mais le truc, c'est que quand tu regardes le premier match Wilder-Ortiz,
Wilder, il y a plein de coups qu'il met dans le vent, quoi. Je veux dire, il y a énormément de déchets dans sa boxe, et c'est parce qu'en fait, quand tu vises la tête, tout simplement, c'est un petit retrait, un petit recul, tu peux esquiver facilement. Surtout quand Wilder, il n'envoie pas des coups linéaires, quoi. Il y a beaucoup de haymaker, d'espèces de swing où c'est assez prévisible, en fait. L'angle, il n'y a que la vitesse, en fait, qui surprend les gens. L'angle d'attaque, il est assez prévisible. C'est juste qu'il est tellement rapide, Wilder, qu'il arrive quand même à toucher les mecs là-dessus. Mais il cache pas ses attentions, Wilder, quand il frappe. Et c'est pour ça qu'Ortiz a pas mal de fois où, quand il était en forme, quand il gazait pas, en fait, il se faisait pas toucher. C'est-à-dire quand il arrivait à reculer, quand son footwork était au point, il se mettait à peu près à l'abri. L'avantage, en fait, quand tu attaques au corps, c'est que après, tu crées l'incertitude chez l'adversaire. C'est toujours ça, parce qu'à un moment donné, il va se dire « Ah putain, il va m'attaquer au corps ». Et au lieu de faire son petit pas de retrait, de monter sa garde et tout, il va se recoller. Et là, tu peux installer tes coups en ligne haute. Et il n'a pas besoin de beaucoup de coups en ligne haute pour mettre KO Ortiz. Ouais, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, ce qui me fait peur chez Ortiz, c'est vraiment sa condition physique. Moi, je trouvais son dernier combat contre Hammer m'a un peu inquiété. Non, c'était très. J'ai trouvé qu'il était très statique, quoi. Vraiment très statique. Et la force d'Ortiz, honnêtement, c'est là où tu te rends compte que la KT poids lourd, la technique, elle est pas super élevée. C'est-à-dire que ce que fait Ortiz, en fait, c'est le b.a.-ba dans les autres catégories. C'est le in and out et rester mobile quand t'attaques. Pour quand il y a la remise qui vient, que tu sois plus là tout simplement, et pour ensuite déclencher derrière. Et il y a beaucoup de poids lourds, ils savent pas faire ça, quoi. Vraiment, c'est pas du tout dans leur logiciel. Et comme il y a beaucoup de poids lourds en plus qui sont au coup par coup, un mec comme Ortiz, il fait jab, il se revient jab cross, ou ensuite il tape au corps, il peut installer un peu sa boxe comme ça. Le truc, c'est que Wilder aussi, c'est ça qui le rend tellement difficile à appréhender, c'est qu'il fait des choses que les boxeurs ne font pas. Par exemple, il va lancer un énorme swing, il va être déséquilibré, et au lieu de se remettre en garde ou d'essayer de récupérer son centre de gravité, ou je sais pas, de se remettre en position, il va enchaîner sur une espèce il va se relancer en avant avec tout son poids de corps. Et peut-être que c'est ça aussi qui fausse un peu le calcul pour un mec comme Ortiz, qui est très scientifique dans sa boxe, c'est que lui se dit naturellement, il a envoyé son coup, je peux revenir pour remettre. Et normalement, un boxeur ne reviendrait pas comme Wilder revient. Mais là, en fait, Wilder, il revient quand même. Et puis, il a suffisamment de puissance pour te faire mal. Donc, c'est ce côté un peu étrange avec Wilder. C'est le point où, finalement, la technique, quelque part, tu t'en branles un petit peu. Ce qui compte, finalement, c'est le résultat. Et le truc, c'est que le savoir-faire de Wilder, on peut trouver ça dégueulasse, on peut trouver ça pas académique. Mais le fait est que les résultats sont là. Ouais. Dans le physique de Wilder, avec son pouvoir de KO, sa vitesse, peut-être c'est la meilleure technique qu'il peut avoir. Tu vois, cette espèce de technique pas conventionnelle. Et il y a plein de trucs qu'il fait qui sont super intelligentes. Moi, on est à la limite de la triche plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des knockdowns qu'il a contre Ortiz ou contre Fury, c'est parce qu'il frappe derrière la tête des adversaires. Il a une façon de viser tout le temps quand les gens esquivent. De frapper un peu en descendant pour choper l'arrière du crâne. Les arbitres sont très cléments avec lui, je trouve. Il s'est jamais fait rattraper, alors que c'est quand même bien. Après c'est vrai que... Non, mais il le fait exprès, quoi. Il le fait magnifiquement bien, mais c'est vrai que comme c'est dans le mouvement, c'est compliqué pour un arbitre c'est pas comme dans le MMA. Surtout comme il est américain et que ça se passe aux États-Unis, c'est compliqué pour l'arbitre de. Jamais Wilder il va perdre par disqualification, quoi. Ça m'étonnerait que ça arrive, ça. Non, mais je suis d'accord. Et puis bon, c'est aussi ça le savoir-faire en boxe. Hein. Ouais, grave. C'est ce que disait Cus D'Amato. Je te coupe juste 2 secondes, mais c'est ce que disait Cus D'Amato. Je me souviendrai toujours. Il disait à Tyson, quand tu mets un crochet court, n'hésite pas à continuer pour mettre le coude si jamais tu es dans le mouvement, tu vois. Depuis que j'ai entendu ça de la part de Cus D'Amato, qui pourtant, et c'est normal, il faut être vieux briscard comme ça, mais oui, en fait, c'est là où je te rejoins à 1000%, c'est que de toute façon, non seulement il y a des chances que ce soit exprès, mais qu'en plus de ça, ce soit pas travailler l'entraînement, mais en gros que ça a été mis en place plus ou moins consciemment, quoi. Ouais. Non, mais ouais, et puis bon, quelque part, la première règle en boxe, c'est de te protéger à tout moment, quoi. Et donc, si tu te dis, ouais, non, mais c'est ça, c'est si tu te dis, ouais, mais selon les règles, il n'a pas le droit de me toucher là, donc je vais exposer là, quelque part, tu prends un risque. Là, c'est un débat aussi qu'il y a à propos de la garde. Je fais une petite digression parce que je pense que c'est intéressant. Mais la garde, tu sais, de Mayweather, le Philly Shell. Il n'y a pas que Mayweather qui utilise cette garde. Hein. Il y a plusieurs boxeurs qui utilisent, où tu te mets quasiment de profil et tu as le bras avant comme ça et tu fais du shoulder roll et tout. C'est une garde qui, honnêtement, si tu changes un petit peu les règles, elle ne fonctionne pas, en fait. Parce que, par exemple, les coups dans le dos ou dans les reins sont interdits.
Et en revanche, quand tu t'exposes comme ça, tu as toute une partie en fait où tu exposes ton dos, où l'adversaire n'a pas le droit de te frapper en fait, et toi tu peux contrer et tout. Donc tout le monde exploite les règles un petit peu d'une certaine manière, parce qu'en fait les règles te donnent certaines limites, et après c'est à toi de te dire comment est-ce que tu vas en tirer parti. C'est pas un duel de chevalier. On choisit les pistolets de duel et on fait ça avec honneur et tout. C'est un sport et il faut avoir le résultat. Donc tant qu'il se fait pas gauler à frapper derrière le crâne, autant qu'il continue quoi. Ouais. Entièrement d'accord. Et pour avant de laisser place au pronostic, parce que quand même, on n'a pas que ça à faire. On va s'intéresser, les gars, c'était plutôt là sur... depuis leur combat, je trouve que Deontay Wilder, lui, a pris des adversaires qui étaient quand même plus compliqués, alors que c'est vrai qu'Ortiz, et c'est là que moi, ça me rassure pas non plus, c'est qu'hormis Hammer, c'était pas vraiment des... Et puis voilà, et encore Hammer, voilà, c'est pas des gars qui étaient dans le top 10 établi ou top 15. Et pour notre shorty, certes, il a fait le taf avec 2 KO, une décision. La décision, c'était contre Hammer lors de son dernier combat. Et Wilder, il y a eu ce fameux match nul contre Fury où il a été dominé, mais il l'a quand même emmené 2 fois au tapis, dont un knockdown monumental. Et c'est là aussi où moi je me dis, bon, t'en as un qui a vraiment taffé à fond depuis ce combat-là. Et de l'autre côté, Ortiz, on va dire, il a fait le job pour rester dans le jeu. Mais c'était pas à chaque fois, il n'y a aucun gars où on s'est dit, où il était un outsider, où on s'est dit ça pourrait lui poser problème. Après, cela dit, je pense que c'est compliqué, je pense aussi. Oui, c'est pas bon. Et puis même en fait, au-delà de ça, je pense que un mec comme Ortiz, je pense vraiment qu'il y a un moment donné dans ta carrière où tu as accumulé tellement d'expérience que c'est pas forcément nécessaire en réalité le calibre des adversaires que tu affrontes après, c'est pas nécessaire pour progresser dans ton craft. Mais moi, c'était pas dans le sens pour progresser, c'était plus dans le sens où, on va dire, à part, comme on connaît les proximités, on sait que tous les deux sont chez Oleman, et donc que ça facilite la faisabilité de ces super fights. Mais tu sais, tu peux par exemple aller faire un combat, aller chasser Dillian Whyte pour dire qui va être le premier à la ceinture de WBO. Enfin, tu vois, faire des choses pour... Du coup, c'est sa motivation que tu questionnes un petit peu à travers ça ? Pas non plus sa motivation, on va dire quelqu'un qui va vivre après regarde, quand on regarde Tyson Fury depuis le combat contre Deontay Wilder, on voit clairement qu'il fait tout parce qu'il sait qu'il va y avoir la revanche et donc il affronte des tocards finalement. Ouais. Alors que Wilder, il avance sans lui parce qu'il va être il a la ceinture de WBC donc c'est tranquille, et puis aussi il peut être légitime vis-à-vis d'Andy Ruiz, vis-à-vis d'autres gars parce que il éclate tous les top contenders. Alors que Tyson Fury, Otto Wallin et puis Tom Schwartz, c'est quand même très moyen pour te dire que le gars va combattre pour la ceinture de WBC dans quelques mois. Voilà. Après, le problème, c'est que personne ne veut combattre Ortiz. Moi, je pense exactement. Et c'est pour ça que Ross te disait, c'est vrai que on peut lui trouver ça comme excuse très justifiable, c'est que personne ne veut l'affronter. Ouais, je sais pas te dire parce que franchement, entre Hammer et Brésil, pour moi, c'est kiff-kiff. Je veux dire, c'est à peu près le niveau, quoi. Je veux dire, ça. Alors, les gens, ils vont me critiquer, mais je les trouve pas transcendants, ces boxeurs. J'aurais même tendance à être un peu plus. Je trouve que Hammer a un peu plus d'expérience et un peu plus de savoir-faire que Brésil. Après, il est moins impressionnant physiquement, mais donc voilà, le seul vrai combat qu'a fait Wilder qui lui a beaucoup appris, c'est le combat contre Tyson Fury, où il a fait les 12 rounds et c'était compliqué. Je sais pas. En fait, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette dernière performance contre Hammer, en fait. Parce que Ortiz t'est fait toucher plein de fois. Il y a plein de trucs, justement, ce que faisait Ortiz très bien, de jabber, de sortir et de revenir, il y a plein de trucs où il le fait plus, ça. En tout cas, il le faisait pas contre Hammer. Il touchait plus précisément. C'est lui qui a fait le plus mal et qui a marqué les coups les plus durs. Mais il y a plein de fois où il était là où il n'aurait pas dû être. Et je me dis, putain, ça contre Wilder, mais... Exactement. Pas, quoi. Après, c'est là où c'est un peu l'impression que j'ai eu dans les docus là pré-combat que j'ai vu sur la Fox et tout. Ils sont très bien foutus. Ouais, ils sont vraiment bien foutus. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression en voyant Ortiz qu'on a affaire à un mec qui est comme un Georges Saint-Pierre, tu vois. Quoi qu'il arrive, ça peut être contre l'épicier ou alors ça peut être contre Anderson Silva. Il va être à fond, il est complètement taré à propos de ça. Avec Ortiz, j'ai plutôt l'impression d'un mec, si c'est contre un nobody, il va doser ses efforts à l'entraînement, tu vois. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut vraiment
retirer quelque chose de ce qu'il a fait contre Hammer parce que j'ai pas l'impression que c'est un mec qui va se donner à fond dans son entraînement quand il sait qu'il n'y a pas la vraie carotte au bout. Donc là, je pense que, en plus, on l'a vu, hein, comme tu disais, Polydomso, il est, mais on dirait un ingénieur dans Prometheus, le mec. Oh, bon, peut-être pas quand même. Ouais. Mais, mon cher Rust, le micro qui touche votre. Ah merde. Depuis tout à l'heure oui, mais vous étiez tellement passionné dans votre monologue. Oui, donc un ingénieur. Mais donc voilà, là, je pense qu'on aura droit à je pense oui à un prime time Ortiz parce que oui je pense là qu'il est vraiment à fond quoi. Ah oui, il est vraiment à fond. Alors place au pronostic, messieurs. Le bronze bomber ou la pharmacie cubaine? Non, pardon. non, non, fais gaffe, parce que j'ai des potes cubains, ils vont pas tolérer ça. Quoi. King Kong ou notre cher bronze bomber. Après, bon, voilà, Ortiz, moi, je suis entièrement d'accord, c'est super. En plus, il a même une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, c'est plus de cheveux, plus de muscles. Ouais, plus de 2019, on signe tout de suite. Quel pronostic? Enfin, pour moi, c'est une bataille. Tu vois, c'est un peu les thermopiles là, hein. Je veux dire, les pronostics sont pas favorables pour Ortiz et ça me fait chier parce que j'aimerais tellement. Alors j'ai rien contre Wilder, hein, j'aime beaucoup Wilder, mais j'aimerais tellement qu'Ortiz le fasse quoi. C'est-à-dire juste pour terminer sa carrière tranquillement, tu vois. C'est-à-dire ça y est, j'ai battu le mec. Et en plus, c'est rageant parce que je suis sûr qu'il y a 5 ans Ortiz, il aurait mis KO Wilder. Enfin ça c'est une confession que je fais. S'il était plus jeune, je pense qu'il battrait Wilder. Honnêtement, et peut-être évidemment on peut faire des trucs, mais je veux dire oui, en majorité en stats sur 10 combats il le gagnait plus généralement, c'est ça que je veux dire, mais là c'est vrai que c'est difficile. Moi son dernier combat m'a pas encouragé. Alors c'est vrai qu'il est motivé, c'est vrai qu'il a fait de l'entraînement. Mon cerveau me dit Wilder par KO, on va dire, je sais pas, 5e, 6e round. C'était mon pronostic. Il va le cadrer à un moment donné et ça va pas, il va pas se relever, quoi. Je veux dire, ce sera terrible, mais ce sera comme ça. On verra les limites de la machine. Je pense que sur les premiers rounds, Ortiz va être très intelligent, va même outboxer Wilder, mais à un moment donné, il va se faire toucher, peut-être une fois ou deux. Et je pense que l'arbitre va en plus sans vouloir jouer théorie du complot, mais il y aura des consignes pour arrêter le match très rapidement, je pense. Pour pas prendre de risques, parce qu'effectivement là où il y a les brousoufs à se faire, c'est sur le rematch contre Tyson Fury, donc il est hors de question que Wilder perde comme ça pour une connerie contre Ortiz. Donc je pense que voilà, il a tout est contre lui, tout est contre Ortiz. Et à moins qu'il sèche, qu'il mette vraiment KO Wilder, qu'il nous fasse en fait une Andy Ruiz, faut qu'il gagne comme Andy Ruiz a gagné contre Anthony Joshua. Je vois pas le truc se faire. Donc mon cerveau me dit 5e round arrêt, même TKO, tu vois, pour Wilder. Mais mon cœur me dit KO de Ortiz dans le 9e round pour la vengeance. Donc voilà. Rust. Grosso modo, même setup. Hein. J'ai vraiment du mal. Je pense qu'on va voir tout pareil finalement. On va voir des très beaux premiers rounds et ça va être vraiment une ode à la boxe poids lourd. Mais j'ai du mal à voir vraiment Ortiz revenir avec quelque chose qui va tellement surprendre Wilder, qui va réussir à avoir son have its way, à avoir, il va le dominer. Donc voilà, je vais mettre pareil, KO de Wilder round 6. Allez, moi donc je n'ai rien contre Ortiz, hein, je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais exactement pareil, moi j'avais mis, c'était sur la route, là je me disais ça allait être 5e ou 6e round pour Wilder, parce que l'âge, parce que le premier combat, et parce que je pense qu'il va réussir à le toucher, comme exactement le premier combat, parce que je crois que la première fois où il le sonne vraiment, c'est dans le corner, sur un espèce de truc un peu, très brouillon. Et pareil, il le touche sans. Par rapport à ce qu'il place d'habitude, c'est justement Gracie-Maker, c'est pas du tout la même configuration. À partir du moment où il est touché, là, c'est game over. Et je pense que là, ça va arriver plus tôt. Et même si là, il a réussi, notre cher Ortiz, à être dans la forme de sa vie, on ne sait trop comment, à plus de 45 piges, ça fait quand même beaucoup d'accusations à moitié camouflées, tout ça. Hein. Non, mais on va avoir des problèmes avec la mafia cubaine. Mais non, mais c'est honnêtement, par exemple, vous savez tous, moi je suis un pro Romero. Sauf que, j'en ai parlé la semaine dernière avec
tu sais, tous les trucs avec la boxe, où par exemple la boxe c'est la seule, et c'est pour ça que c'est pas mal. La WBC, là au moins on sait qu'il est testé parce que c'est la seule fédération où les boxeurs sont obligés d'être testés, mais avec la VADA. Et VADA, on sait jamais, ça peut être, je crois, jusqu'à 3 semaines avant le combat qu'ils viennent, et en fonction du boxeur, ils peuvent prévenir, enfin en fonction des volontés des boxeurs, prévenir quand ils font les tests. Donc bon. En fonction de la valeur sur le marché du boxeur. Exactement, exactement. Donc bon, c'est ce qui me fait un petit peu douter. Oui, c'est vrai que. Ouais. Mais bon. En tout cas, on aura le combat le 23 novembre. Et c'est tout ce qui compte pour la catégorie heavyweight. Bien. Oh, c'était l'heure de dormir. Messieurs, est-ce qu'on parle du chaos de l'espace de Cocorico, notre petit Frenchie? Contre Ross Pearson, là. Exactement. C'était un Rolling Thunder, il me semble. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que les commentateurs. Davy Gallo au Probellum. Au Probellum, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est Rolling Thunder et en gros les commentateurs, je leur jette pas la pierre, il y a sûrement des moves que je connais pas non plus, mais ils ont fait c'est tellement incroyable, c'est du jamais vu, comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est vrai. C'était un Rolling Thunder très connu des Kyokushinkai. Voilà. C'est ça, Rolling Thunder qui vient de. Alors pour la petite histoire, c'est Peter Graham qui a trademark son kick en fait, qui a volé parce que Peter Graham vient du Kyokushin en fait et c'est un kick qui est ultra connu en Kyokushin qu'on voit dans toutes les compétitions. Enfin, ça fait des années que le truc, parce que pour les règles de Kyokushin, c'est avantageux de faire ce genre de move. Ouais. Et donc, Peter Graham, qui vient du Kyokushin, est venu au kickboxing et il a mis KO Badrari comme ça, mais il lui a pété la mâchoire en 7 morceaux, je crois. Enfin, c'était absolument violent. Et c'est lui qui a trademark ce kick-là, Rolling Thunder. Donc, c'est assez marrant. Oh, ok. Oui, parce que je savais que moi, c'est un Kyokushinkai que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Lechi Kourbanov, qui en faisait énormément. Alors, par contre, c'est mon opinion. Mais voilà, ça y est, je vais lancer un truc et peut-être que je vais me faire créer beaucoup de dislikes sur cette vidéo, peut-être. Merci. Mais en fait, si je suis tout à fait honnête, ce genre de move, encore au MMA, d'accord, il y a une légitimité, mais quand il est, sauf quand les gens le font genre à 5 secondes de la fin du round, je trouve ça exécrable et dégueulasse et ça m'énerve à un point incroyable. Et pareil quand ce genre de coup est tenté au kickboxing ou en Muay Thai, où tu sais, une fois que tu es au sol, que l'arbitre va arrêter le combat et tu vas pouvoir reprendre. C'est la spéciale de Nasukawa. Nasukawa, à chaque fois qu'il a le souffle court, il fait un truc comme ça pour prendre 5 secondes pour se relever. Mais là, dans les configurations MMA, tu n'avais rien contre ça. Oui, voilà, c'est ça. Sauf ceux qui tentent vraiment à 5 secondes de la fin du round et ils savent qu'ils ne risquent rien. Mais je trouve ça tellement pas noble de tenter des trucs comme ça quand tu sais que tu n'as rien à perdre à le tenter, tu as juste tout à gagner. Exactement. Je trouve ça dégueulasse et ça m'énerve à un point. Quand je vois des chaos sur Internet qui font le buzz et tout, là, sur des mecs qui font des trucs comme ça, ça me hérisse le poil tellement ça manque de... Ouais, mais mec, je suis désolé, le KO de Peter Graham sur Badrari, il pue la classe, quoi, mec. Hein. Ouais, pourtant, c'était en kickboxing. Hein, quand ça passe, oui. Mais c'est vrai que quand c'est effectivement pour gagner du temps... Cela dit, c'est en poids lourd. Donc, en fait, en poids lourd, t'en fais 3 et puis après, t'es épuisé. Donc, il y a quand même un coup, tu vois, il y a un petit sacrifice à faire pour le faire, ce move-là. Mais je crois qu'en Muay Thai, je l'ai jamais vu. Hein. Si tu fais ça au Lumpini, tu te fais huer. Hein. Tu te prends des canettes de bière sur la gueule, tu sors pas vivant du stade, hein, je pense. Ouais, il y avait ça, et puis en Muay Thai, il y a des trucs, il y a ce genre de trucs-là, et il y a aussi les trucs, les oblique kicks à la John Jones, apparemment. Je sais plus comment il s'appelle, putain, j'oublie tout le temps son prénom. Le mec qui est pote avec Gaston Bolanos, qui est chauve, qui a commencé. Kevin Ross. Kevin Ross qui disait en gros, si tu tentes des oblique kicks dans des stades en Thaïlande, vraiment, tu te fais caillasser, quoi. C'est comme quoi ils ont ce sens un petit peu de... Il y a certains coups qui sont pas nobles, quoi. Mais loin de moi, très loin de moi, l'idée de minimiser, parce qu'en plus, j'ai bien vérifié, il le fait pas à 3 secondes de la fin. Non, exactement. Et en plus, c'était... Alors, le Frenchie qui était au Royaume-Uni contre Ross Pearson, qui vient juste de se faire cutter de l'UFC, qui était favori, enfin franchement, et en plus il fait ça très chaud. Ouais. Exactement, il fait ça au 3e round. Donc, et il fait ça à genre, il reste au moins 30 secondes, donc c'est pour ça que là, par contre, dans ces situations-là, respect, c'est magnifique. D'autant plus au MMA où demandez à Chris Weidman, vous tentez des petites pirouettes galipettes, ça peut te foutre ta vie en fait. Donc bon, respect, énorme respect, c'était magnifique et le buzz est mérité parce que franchement, c'est classe. Et après, j'ai un peu mal au cœur pour Ross Pearson, moi j'aime bien. Et surtout qu'il avait réussi ses débuts en boxe, là, il y a un mois ou 2, il avait fait son premier combat en boxe. Et là, il revenait en MMA. En plus, c'était la première de cette organisation-là qui dépend de MTK Global.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que je pense que pour lui, ça avait tout, tu vois, du combat qui était, on va dire, hyper abordable. Et surtout que j'avais un petit peu suivi le training camp de notre petit Frenchie. En gros, il avait été prévenu, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines avant. Donc, enfin... Kudo à lui. C'est dommage, Ross Pearson, pour ceux que ça intéresse, c'est un combattant qui est pas super complet. Il n'a pas eu une super carrière à l'UFC, mais il est très intéressant parce que moi j'adore les bob and weave de boxe. On les voit pas trop en MMA, mais lui c'était un des meilleurs pour ça. Il avait une belle puissance en mouvement de tête. Il y en a c'est pour ça que justement sa carrière en boxe aurait pu être intéressante. Enfin, aurait pu. Là, ça a bien démarré, mais c'est peut-être un peu tard aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, voilà, messieurs. Attends, est-ce qu'on a, on a dit son blaze au Frenchie? On a dit son blaze et il s'appelle, si je ne vais pas dire trop de bêtises, David Gallon, et qui vient de Normandie. Après, j'ai de la prononciation, hein, vous savez, RPZ, le camembert de ce côté-là, mais voilà, David, allez, Gallon, on va dire. Monsieur Gallon, il a pris du galon ce jour-là. Il y a été à Gallon. Bien. Je pense qu'on a tout dit. Non, nous n'allons pas parler de l'UFC São Paulo parce que voilà. Si. Alors la limite, ce qu'on peut dire, voilà, parce que moi j'ai envie d'en parler. Juste un truc. Non, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Justement. Le mec qui est venu en Joker à la pesée. Non, parce que là j'ai trouvé ça. Le maquillage était vachement bien fait, mais j'ai trouvé ça un peu cringe en fait. Exactement. C'était gênant. Oui. Comme ça, c'était vraiment gênant. Et en plus, il a perdu. Mais Marcus Pérez, il s'appelait. Mais non, surtout, puisqu'on est là, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on ne parle pas de l'UFC, en fait, c'est parce que la carte, vraiment, elle puait la sauce, vraiment, mais ça puait la boucane. Ouais, mais pourtant, ce sont souvent les cartes les plus mauvaises qui délivrent le plus. Oui, c'est vrai, je sais, c'est vrai. Mais non. Ça, c'est la spéciale. Je sais, et je le pense. Pour le coup, c'était pas forcément vrai. Mais c'est juste que voilà, l'UFC ne respecte pas vraiment en fait les fans sur ce genre d'event. Là, ça fait 2 semaines. 2 semaines de suite. Et il y a un truc qui m'a juste, puisqu'on en est là en fait, et puisqu'on en est à faire les ronchons, faisons les ronchons jusqu'au bout. J'ai découvert un combattant. Je pense que je vais le boycotter tellement il m'a saoulé. Il s'appelle, je balance les blazes. Il s'appelle Sergio Moraes. Ça fait un moment. Oui. Oh, j'en pouvais plus. Il a commencé le combat. Donc c'était contre James Krause. Ouais. Il a commencé le combat. Il fait un magnifique takedown, par contre, dès la première seconde. Et il a commencé par 3 minutes de lay and pray immonde. Mais genre, c'est même plus du lay and pray. Il ne faisait rien. Il avait pour objectif de juste ne rien faire. Ça m'a énervé au plus haut point. Et après ça, il a fait... Alors ça, c'est la spéciale qui me... Voilà, ça y est, j'ai 2 trucs qui me hérissent le poil là ce soir. C'est un peu comme au foot. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait du foot quand ils étaient petits ou trucs comme ça. Et qui étaient fans de l'AS Monaco. Ouais, quand on jouait à l'ASPTT. Mais en gros, il y a des trucs qui étaient insupportables. C'était quand le mec en face... Il fait des petites feintes. Non, oui, non. Il y a ça. Mais ça, à la limite, ça passe. Mais un truc qui est encore pire, c'est lorsqu'ils estiment qu'il y a faute sur eux ou qu'ils ont été lésés de quoi que ce soit, et alors que l'arbitre n'a encore rien dit, ils saisissent le ballon à la... Le ballon, infâme. Oui. Vraiment. Ça mérite un tacle à la gorge. Ces gens-là, c'est manchette moldave. Et là, il a fait l'équivalent, et c'est insupportable. C'est en gros, James Krause lui mettait des low kicks, et il s'arrêtait en mode... comme ça, en regardant autre part, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il attendait, mais en mode comme si c'est lui qui allait décider que, on arrête un peu, ça va, et on reprendra quand je déciderai. Et il était exécrable dans tous les cas de figure, debout en plus, ça c'est pas sa faute, mais il a un style qui est horrible à regarder, parce qu'en gros, c'est très très peu académique. Et en gros, il coupait dans toutes les combinaisons de James Krause, il coupait la combinaison en faisant des vieux trucs, des vieux enchaînements peu académiques, mais qui marchent. Parce que c'est comme quand tu joues à Tekken, que tu te fais chier à faire des combos 10 et que t'as un mec qui te stoppe avec un jab. Tu vois, genre... C'est exactement ça. Tu te fais chier, t'as fait R1, R2, cron roi, et il te reste le dernier truc, et le mec te balance un petit truc d'enfoiré. C'est pareil. Donc voilà, Sergio Moraes, je suis pas fan du tout. Hein. Si c'est un truc qu'on peut retenir... Ça fait un moment, mec. Parce qu'il a même eu un run un moment, mais c'est vrai qu'il était un peu chiant à regarder combattre. Exactement. Mais qui l'a stoppé, lui? Parce qu'il s'est pas pris un KO de l'espace. Si. Mais même James Krause a gagné, là, il me semble. Ouais, il a gagné, ouais. Mais j'ai pas été impressionné non plus par James Krause. Un manque de puissance hallucinant. Il a l'air Nick Diaz, d'accord, mais il faut un minimum de puissance.
Il a perdu contre qui alors? Non, mais il a perdu contre plusieurs personnes. J'ai oublié, pareil, j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'il s'est mangé un. Oui, c'était celui-là, c'est le KO. Oui, j'avais peur de dire des bêtises. C'était contre Kamaru Usman. Ah, mais oui. Quand Kamaru, il lui met le KO contre la cage, là, voilà, c'était celui-là. Ah oui, oh. Ouais. Non, mais oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est moi le truc. On a tous nos petites bêtes noires. Et en fait, c'est pas très juste parce que c'est quand même des combattants. Et bien sûr, respect ultime pour les mecs bien sûr. Qui vont dans la cage et qui s'astreignent à un entraînement de ouf. Et Moraes a un niveau de ouf. Même si on n'aime pas. Moi, par exemple, celui qui m'insupporte le plus, puisqu'on en est aux confessions, c'est Elias Theodorou. Mec, oui. Et en plus, déjà, mec, j'ai remarqué un truc, et depuis que je l'ai remarqué, je peux plus regarder ce mec-là combattre. Il a la même gueule que Lord Farquaad dans Shrek. Attends. Je te jure, mec, c'est un truc de ouf. Oui, mais il y avait eu des montages d'ailleurs par rapport à ça. Mais oui. Oh la vache. Et ça, mec, depuis que et aussi depuis que je l'ai vu faire le ring boy chez Invicta. Bah, tu sais, c'est coup sur coup, là, c'est œuf, jambon, fromage, et depuis, je peux plus le voir combattre. C'est terrible, hein, parce que bon. Eh bien voilà, ça y est, les gars. Quelqu'un de très sympa. Hein. Les gens m'ont posé la question depuis des mois et des mois, quels sont les combattants que vous détestez? Bah, ça y est. Ouais, mais là, c'est comme ça, c'est pris. Mais en fait, c'est même pas... Vous avez vidé votre sac et on sent que ça vous fait du bien. Parce que mais oui, mais comme allait le dire Polydomso dans la seconde qui venait. C'est pas du tout qu'on les déteste en fait, hein. C'est simplement qu'il y a des choses chez eux qui font que. Ah oui, non, mais en tant que personne, oui, bien sûr, c'est dans leur style de combat, oui, on n'a rien contre les autres. Comme dirait le joueur du grenier, on peut aimer quelqu'un et pas aimer ce qu'il fait, hein, et donc. Absolument. C'est le joueur du grenier qui a dit ça. Oui, dans sa dernière vidéo. Ah oui, là, oh là là là, mais là, il vaut mieux pas qu'on en parle parce que sinon on redigresse encore. Enfin bref. Qu'on adore, hein. Enfin. On adore, ouais. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder son dernier Bazar du grenier sur J.A. San Andreas. Une perle. Voilà. Je pense qu'on a bien meublé là. Hein. Ah ouais, pas mal. Et puis dernier mot quand même sur notre sponsor Jetronomy et Polydomso avec l'initiative que Polydomso survalide Jetro Plus Me, qui permet notamment de vous sponsoriser, enfin pas Polydomso Eros, mais vous qui nous regardez à travers l'écran de votre ordinateur ou l'écran de votre portable, si vous souhaitez faire un marathon, une rencontre sportive ou autre, eh bien, on met le lien dans la description. Et si vous êtes motivé, eh ben, ils vous aideront. Et puis, il y a aussi des super savons validés par Rust, pas encore par Polydomso, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ouais. Allez. Soit.